Bien, bonjour à toutes et tous. Merci pour la transition, Laurent, c'était parfait d'avoir terminé avec cette image d'intelligence artificielle. Je vais l'aborder en partie dans cet exposé de 20 minutes sur comment identifier le vrai du faux. On est actuellement dans une situation, notamment avec les outils d'intelligence artificielle qui nous ont fait passer un nouveau cap en matière de post-vérité. Tout aujourd'hui peut être produit de manière extrêmement crédible, et j'aurais pu, si je n'avais pas une éthique personnelle, produire tout à fait une vidéo de Christine Amirati en train de vous présenter un concept pédagogique totalement fumeux, mais évidemment vous n'y auriez pas du tout adhéré parce que vous auriez su débusquer que c'était un deepfake. Malheureusement, ça devient de plus en plus compliqué. Ça l'est pour tout le monde et particulièrement pour nos étudiants en santé. Alors, pour commencer, je vais vous dire que je n'ai aucun lien d'intérêt. Si je veux vraiment vous convaincre, je vais même vous montrer la preuve sur le site transparence-santé.gouv.fr. Vous voyez, il n'y a pas de résultat pour Maxime Gignon. Mais si vous êtes vraiment attentif, vous verrez qu'il y a une limite de date et que si vraiment on enlève la limite de date, j'ai en effet 2 liens d'intérêt qui n'influencent en rien ma présentation puisque ça représente un total de 35 € avec un laboratoire pharmaceutique il y a maintenant bien plus de 13 ans. Donc, ma parole sera totalement libre sur le sujet que je veux traiter. Ceci dit, je vais parler d'infodémie. Et l'infodémie a amené depuis maintenant quelques années à l'émergence d'une nouvelle discipline qui s'appelle l'infodémiologie. Je ne me suis pas présenté, mais je suis médecin de santé publique, épidémiologiste de formation. Et donc le terme épidémiologie évolue depuis notamment la pandémie de Covid-19, où on a été particulièrement exposé à une masse d'informations, des vraies et des fausses, vers un terme d'infodémiologie qui n'est pas que quelque chose qui appartient à l'épidémiologie, mais qui va aller chercher aux sciences de la psychologie, aux sciences sociales également, aux sciences de l'information, aux sciences du numérique. Et donc c'est un champ de recherche nouveau qui est en train d'émerger, extrêmement transversal, pour essayer de comprendre ces phénomènes de naissance de fausses informations, de voir comment elles se diffusent comme un virus finalement à l'échelle mondiale, et comment elles vont modifier les comportements de santé et les prises de décision également des gouvernements pour pouvoir protéger la santé publique. Donc l'infodémie, c'est avant tout une quantité excessive d'informations. Il y en a des vraies, scientifiques, établies, qui sont diffusées, mais aussi une quantité de fausses, voire de trompeuses, qui cherchent à influencer les comportements individuels et collectifs. Et ça, c'est renforcé par les environnements numériques. Laurent évoquait à l'instant l'intelligence artificielle, c'est un nouveau cap, encore un nouveau coup d'accélérateur dans cette démarche. Mais bien avant, depuis très longtemps, on a toujours eu des fausses informations, notamment qui concernent la santé. Il y a un excellent bouquin, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire amiénoise, sur l'épidémie de choléra en 1802, si je ne me trompe pas, début du 19e, où on retrouve des éléments de fausses informations, de réactions collectives. Un gourou marseillais qui était venu à Amiens vendre ses remèdes miracles, bref, l'histoire parfois se répète, déjà. Vous voyez qu'on est sur des mécanismes sociaux en fait, qui sont très anciens. Finalement, le numérique est juste un accélérateur supplémentaire qui nous pose pas mal de difficultés. Ça va être un peu plus fin, il y a différentes définitions que l'on peut rapidement aborder. La mésinformation, c'est des informations fausses qui sont non intentionnelles. La désinformation, des informations fausses qui sont intentionnelles. Et puis la malinformation, qui sont des informations qui sont vraies, mais qui sont manipulées intentionnellement pour pouvoir nuire notamment les éléments qui sont sortis de leur contexte, notamment. Donc ce qui caractérise et qui rend compliqué pour chaque individu que nous sommes, mais également notamment en tant que professionnel de santé, ce déluge d'informations, cette masse que notre cerveau doit traiter et classifier entre vrai ou faux, si on veut être binaire, mais aussi entre pas du tout crédible jusqu'à une échelle qui peut aller jusqu'à totalement crédible. Et donc ça, c'est une compétence qu'il faut développer. Ces fausses informations, elles se propagent plus rapidement et plus facilement que le virus. On parlait à l'époque du Covid-19, c'était le directeur de l'OMS qui disait en effet que cette infodémie allait tuer finalement plus de personnes que le virus lui-même, pour dire. Et donc, il y avait également des vraies informations, des informations scientifiques, qui prennent leur temps, qui demandent un temps de recherche avant d'être consolidées, avant d'être publiées. Donc évidemment, quand la vérité met ses chaussures, disait-on, les fausses informations ont déjà fait 3 fois le tour de la Terre. Mais on a également eu, et c'est ça qui complexifie encore les choses, des
fausses informations qui venaient de gouvernements, des autorités publiques, le gouvernement américain notamment à l'époque, mais également le gouvernement brésilien, qui ont pris des décisions basées sur des fausses informations, notamment au Brésil, ils ont décidé d'utiliser l'hydroxychloroquine prônée par un chercheur français dans leur maison de retraite, avec des conséquences qui sont encore évaluées actuellement sur le nombre de décès qui ont été attribués à ce choix d'utiliser l'hydroxychloroquine versus le choix de ne pas l'avoir fait. Donc on voit que finalement, est-ce qu'on peut se fier uniquement à la voie gouvernementale ou des scientifiques? Pas seulement. Ça complexifie encore les choses, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de source de confiance a priori. Dans ce déluge d'informations, le 2 avril 2020, mais c'était quasiment le siècle dernier en termes d'ère de la post-vérité, on a eu un partenariat entre l'OMS et les principaux réseaux sociaux, qui jouent un rôle important maintenant dans l'information de la population et dans la désinformation, partenariat qui visait à exclure les désinformateurs des réseaux sociaux. D'ailleurs, à l'époque, le président américain qui recommandait notamment de boire de la javel pour soigner le Covid, je déconseille, il n'y a toujours aucune preuve scientifique sur le fait que ça puisse marcher, clairement a été banni du réseau social Twitter à l'époque. Et c'était en 2020, et ça c'était avant. Depuis, Twitter a été racheté par un certain Elon Musk, c'est devenu X. Et récemment, en janvier 2005, le président américain de l'époque, Trump, est redevenu président, vous avez probablement suivi. Et donc il y a eu une déclaration du président directeur général de Meta, donc, qui gère Facebook, Instagram, etc., en disant qu'il allait collaborer avec le gouvernement Trump pour lutter dans tous les pays contre ce qu'ils appellent la censure, et donc avoir une liberté absolue de dire tout, y compris n'importe quoi. Donc vous voyez que la régulation qu'on a pu avoir pendant le Covid sur les réseaux sociaux, elle est totalement disparue aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, les réseaux sociaux, c'est pas non plus la source d'information majoritaire. C'est vrai. La majorité des gens, encore en France, c'est une étude de l'ARCOM en 2024, donc c'est relativement récent, s'informent au travers des chaînes d'information. Et on a un filtre avec ça. On a des journalistes qui, a priori, vont pouvoir vérifier l'information, c'est le travail journalistique, avant de pouvoir la publier. Sauf que là aussi, ce n'est pas une garantie à 100%. Déjà, les journalistes scientifiques sont très peu nombreux, ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément la culture scientifique pour évaluer les informations qui leur sont transmises. Et en plus, on a récemment, en 2025, en France, et j'aurais pu prendre des exemples partout dans le monde, des chaînes qui sont condamnées pour diffusion de désinformation. En France, en 2025, on a une chaîne qui s'appelle CNews, qui a été condamnée par le Conseil d'État à une amende de 20 000 € pour désinformation, notamment sur la question climatique. Donc vous voyez que les filtres, on a du mal à s'en préserver. Donc les fausses informations vont diffuser. Et puis les réseaux sociaux, on le disait, ils nous bombardent. Je pense que tous, ici, à quelques rares exceptions, vous avez au moins un réseau social. Et sur ce réseau social, vous avez des informations que vous n'avez pas d'ailleurs forcément sollicitées, qui sont poussées par les algorithmes et qui vont venir percuter votre cerveau et que vous allez devoir finalement analyser, même si vous y passez quelques instants. Elles vont quand même vous imprégner et on se rend compte que les désinformations circulent beaucoup également au travers de ces réseaux sociaux. Un point de vigilance, les plus jeunes, peut-être les plus influençables, peut-être, utilisent beaucoup ces réseaux sociaux pour l'information. C'est leur première source d'information, notamment Instagram, TikTok et YouTube, sur lequel on a quelques médiateurs scientifiques, on va dire, qui essaient de diffuser quelques informations fiables, mais aussi beaucoup d'influenceurs qui ont des intérêts, notamment commerciaux, mais également de manipulation, et qui pullulent sur ces réseaux. Alors les algorithmes, ils vont favoriser, ils vont jouer sur nos biais cognitifs. Je ne vais pas rentrer, on les a abordés déjà un petit peu dans les conférences précédentes. Ces biais cognitifs fait qu'on va être sensible à des informations qui vont procurer chez nous une émotion, qui vont nous permettre de répondre également rapidement et de partager éventuellement rapidement une fausse information, et les contenus très polarisants. Et ça au détriment du temps nécessaire pour vérifier, pour contextualiser l'information et avoir une réflexion critique finalement sur cette information. Donc pourquoi est-ce qu'on va partager des fake news ? Parce que c'est avant tout un moteur social, c'est un marqueur social. Quand je partage quelque chose, une information, ça dit surtout beaucoup de moi-même. Et donc, ce que dit la littérature, c'est que cet acte social, ça me permet d'appartenir à une communauté. Donc, je vais utiliser ce partage, ce relais,
pour appartenir à une communauté de ceux qui savent, de ceux qui sont éclairés, de ceux qui ont une information. Ça marche tant pour les scientifiques, les professionnels de santé, que pour des personnes lambda qui s'enferment parfois dans des bulles de désinformation et qui sont persuadés d'avoir la vérité. Et en publiant, ils renforcent cette bulle de désinformation. Et donc ça permet de maintenir des relations et puis d'être valorisé au travers d'autres partages, de likes, etc. Donc ça me permet finalement d'avoir ce contexte social et de valorisation au sein d'un groupe. Et puis des moteurs cognitifs également, parce que cette surcharge informationnelle qui nous bombarde chaque jour, ça entraîne une fatigue et ça réduit d'autant plus notre vigilance sur la vérification des informations. Est-ce que les professionnels de santé sont immunisés a priori? Culture scientifique, des gens sérieux, on pourrait se dire que. J'ai pris ici, il y en a eu beaucoup pendant la période Covid, beaucoup trop d'ailleurs, et j'ai pris ici un collègue, que je ne citerai pas, éminent, pour vous poser un peu et vous montrer à quel point le statut aussi que l'on peut renvoyer est important. Collègue, professeur d'université, expert médiatique du sujet à l'époque, on le voit régulièrement à la télé. Et là, on est à l'été 2020, pour vous rappeler, hein, on est après le déconfinement, il fait beau, ça va bien, et on espère tous, profondément, émotionnellement, on espère tous que c'est déjà derrière nous le Covid et qu'il n'y aura pas de deuxième vague et qu'on n'aura pas reconfiné à l'automne. Et donc cet éminent expert, chercheur, énormément de papiers publiés, quelqu'un de très respectable, ce n'est pas notre collègue marseillais que l'on connaît tous, nous déclare sur son réseau social, et ça a été repris largement, il a fait différents médias après pour affirmer son intuition finalement. Nous sommes nombreux à être d'accord, dans les régions fortement touchées, l'immunité est importante, probablement suffisante. L'immunité n'est pas uniquement visible sur la sérologie, il n'y a pas de reprise nulle part dans le monde où l'épidémie a frappé violemment, aucune. En clair, nous sommes sauvés. L'histoire fait qu'en effet, il a eu totalement tort. Son erreur ici, ça a été probablement parce qu'il avait profondément envie que ça soit vrai, de croire des signaux qu'il avait pu percevoir, qu'il a interprétés, d'en faire une hypothèse et de le présenter comme une vérité. Donc les professionnels de santé peuvent être des vecteurs de désinformation malgré leur expertise en matière de santé. Et donc ça a été largement prouvé parce qu'on est aussi des êtres finalement émotionnels. Il y a un petit cœur qui bat derrière nos armures de professionnels. Il y a une étude dans le JAMA qui a étudié les désinformateurs médicaux, donc les médecins désinformateurs américains. Et juste pour souligner, ils ne sont pas très nombreux, hein. Ils sont quelques dizaines sur les différents réseaux sociaux, mais par contre, ils ont des audiences de plusieurs millions de personnes. Donc vous voyez à quel point ça fait une caisse de résonance énorme pour quelques professionnels qui vont participer à relayer des fausses informations. Donc évidemment, les pros de santé sont victimes de biais cognitifs. Thierry nous le dit régulièrement dans ses approches sur le raisonnement. On est influencé émotionnellement. On a un contexte professionnel aussi qui, à un moment donné, peut nous fragiliser sur notre capacité d'analyse par rapport à une nouvelle information. Et puis on a une pression sociale également de briller, d'exister. Toute la carrière en matière de recherche nous amène aussi à vouloir survaloriser nos travaux, à les mettre en avant. Alors que parfois, franchement, il y a eu notamment pendant la période Covid beaucoup de publications qui auraient mérité de ne jamais être publiées. Donc l'expertise ne neutralise pas du tout les biais cognitifs. Et ça, il faut en avoir conscience. Bref, un peu d'humilité. Pourquoi? Et donc ça a été également décrit, c'est que les professionnels, notamment les soignants, on a une illusion d'immunité cognitive. On pense qu'on est, parce qu'on a une formation scientifique de santé, on connaît, on expérimente, eh bien on est immunisé contre ça. On a une illusion d'objectivité, ce qui est totalement fausse. Une illusion de compétence, un sentiment de maîtrise par conséquent, une illusion de neutralité émotionnelle et puis d'indépendance sociale. Ce qui fait que ces illusions rendent les professionnels totalement vulnérables en fait aux fausses informations. Donc former à l'esprit critique, c'est tout l'enjeu, c'est essayer de déconstruire ces illusions et d'avoir conscience de nos propres limites pour pouvoir résister à ces fausses informations. Ce chiffre m'avait fait sourire, je ne suis pas le seul. L'étude date un peu, ça date de la fin des années 70, mais 94% des enseignants d'université pensent qu'ils sont plus compétents que leurs collègues. Bref, vous voyez que si on se remettait un petit peu en cause sur nos certitudes, on éviterait probablement pas mal d'erreurs.
Donc la machine à infox, finalement, on l'a évoqué, il y a des éléments cognitifs, des éléments sociaux, et donc tout ça favorise la diffusion. Je passe rapidement car le temps file. Moi, ce qui m'intéresse, je vous l'ai dit, je parle du point de vue du médecin de santé publique, je ne suis ni psychologue, ni spécialiste en sciences sociales, ni spécialiste en numérique, mais d'un point de vue de santé publique, l'enjeu pour moi, c'est que ces désinformations, elles tuent, elles rendent malades, elles surchargent le système de santé. Ça a été publié dans plusieurs revues systématiques. On a des impacts sur la santé mentale. L'infodémie va augmenter et dégrader la santé mentale. Une mauvaise affectation des ressources, c'est-à-dire que ça influence également les politiques de santé. Des méfiances croissantes vis-à-vis de la vaccination. On a actuellement tellement de rumeurs qui tournent autour de la vaccination qu'on voit, y compris en France, que certains vaccins recommandés sont plus ou moins d'adhésion parce qu'on a des petits éléments d'ambiance, et même si les gens ne sont pas des vaccinosceptiques revendicatifs, oui, mais ils ont vu passer sur les réseaux que telle ou telle personne avait dit que, bon, peut-être. Finalement, ça crée une hésitation qui fait qu'ils ne vont pas passer à l'action et adhérer finalement aux propositions que les médecins peuvent leur faire. Donc ça crée une défiance importante. Et puis l'exemple le plus caricatural, c'est un antivax notoire qui avait été identifié déjà pendant la crise Covid, qui est maintenant ministre de la Santé du gouvernement américain, avec en corollaire, puisque son cheval de bataille c'était la vaccination contre la rougeole, une épidémie de rougeole massive qui actuellement sévit aux États-Unis. Vérifiez vos vaccins si vous vous rendez là-bas. Un des enjeux, et ce que montre la littérature, c'est que, c'est quelque chose que connaissent bien les personnes qui font notamment de l'éducation thérapeutique, la notion de littératie en santé. Donc on se rend compte que la littératie en santé, c'est un facteur qui permet de se prémunir au maximum de la mésinformation. Donc comment on peut s'immuniser contre les infox? Donc c'est l'émergence de l'infodémiologie, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, donc un nouveau champ disciplinaire qui va aller chercher des compétences en psychologie, en sciences sociales, en sciences numériques pour essayer d'aborder ce phénomène social, psychologique et numérique, et puis d'évaluer l'impact sur les comportements des populations et des gouvernements et également des professionnels de santé. Donc les bonnes astuces, c'est l'OMS qui a commencé à travailler depuis plusieurs années sur ces sujets, c'est évidemment de développer tout ce qui est évaluation de la source. Qui me parle? Qui s'adresse à moi? Mais on l'a vu tout à l'heure, parfois il y a aussi des professeurs de médecine qui vont diffuser des mauvaises informations. Donc il faut rentrer dans la finesse de l'évaluation de la source. 2, ne pas se contenter de ce qui écrit en gros les gros titres. Le principe de ce qu'on appelle le titre accrocheur de clic, la synthèse qui va attirer votre attention, qui va créer l'émotion chez vous et qui fait que vous allez aller chercher et retenir uniquement cette information, même si derrière une analyse un peu plus fine, un peu plus vraie qui est faite. 3, réussir à identifier l'auteur. Quelles sont ses sources, ses financements, pourquoi il parle, quels sont ses intérêts à prendre cette position. 4, vérifier la date. Tout à l'heure, je vous parlais de publications hors contexte. On a eu régulièrement pendant la crise Covid des images qui dataient de plusieurs années antérieures. On voyait des gens dans des villes sans masque, etc. Et on dit, mais vous voyez, là-bas, en fait, il n'y a pas de Covid, tout ça est une invention. Donc on va décontextualiser des images, des informations antérieures. 5e point que nous dit l'OMS, c'est examiner les données factuelles sous-jacentes. Donc ça demande un travail d'analyse, finalement, scientifique, donc de littératie scientifique, d'analyser les éléments probants qui sous-tendent ça. Analyser nos préjugés, avoir conscience de nos propres biais, nos propres représentations qui peuvent nous influencer, et puis enfin, aller voir les sites officiels de vérificateurs d'informations. Ce travail de l'OMS, il a été décliné en France récemment. On a eu une mission d'information sur l'information en santé qui a été menée par 3 experts et qui revient sur les mêmes conclusions, notamment de développer la littératie, y compris des professionnels. Parler un petit peu de compétences, justement cette littératie, de savoir identifier notamment en ligne les fausses informations, en fait c'est une compétence qui est éminemment complexe parce qu'elle va demander d'avoir une littératie déjà traditionnelle, savoir comprendre ce qui est écrit, 2, d'avoir une littératie informatique, de maîtriser ce qui fait que l'algorithme me pousse à moi ces informations notamment, donc ça renvoie à des éléments plus techniques, plus numériques. Une littératie médiatique, comprendre comment le traitement de l'information est fait, notamment dans un contexte qui est sociopolitique. Je ne l'ai pas évoqué parce que mon temps est nombreux, mais il y a beaucoup de désinformations qui sont aussi pilotées par des gouvernements
malveillants, et notamment la Russie et l'Iran, décidément l'actualité se répète, avaient envoyé beaucoup de désinformation au moment du Covid en direction des États-Unis ou des pays européens. Donc on voit aussi qu'il y a ces influences qui sont aussi à prendre en compte et à se poser comme question pour analyser la véracité des faits. Une littératie informationnelle également, donc organiser les savoirs, une littératie en santé, que l'on connaît bien dans le domaine, et puis la littératie scientifique qui est depuis longtemps enseignée à nos étudiants en médecine sur notamment l'analyse critique d'articles qui est un élément clé, mais pas suffisant pour pouvoir développer cette compétence. Donc comment former nos étudiants ? Développer leur littératie numérique, ça améliore déjà leur capacité à repérer les fausses informations en ligne. 2, il y a des interventions pédagogiques qui ont été développées, expérimentées sur les apprentissages expérientiels notamment, avec un premier temps expérience initiale où nous allons lire l'article en autonomie, un article qui est biaisé, puis avoir ensuite une observation qui va être réflexive, idéalement en groupe, parce qu'on a vu que les échanges au sein des étudiants permettent de renforcer encore plus cette analyse critique. Approche ensuite par conceptualisation abstraite pour pouvoir redonner aux étudiants les sources scientifiques qui vont leur permettre d'analyser notamment l'information sur les auteurs, comment ils sont financés, quelle est l'organisation qui est derrière. Et puis ensuite, enfin, une expérimentation active. Donc on retrouve les principes de pédagogie active ici sur la nouvelle évaluation d'articles initial et on se rend compte dans ces cas-là qu'on a une nette amélioration finalement du regard critique sur ces articles. L'autre approche, c'est l'activité de débat, créer des débats au sein des étudiants sur des sujets de désinformation, et on en fera un petit peu cet après-midi pour ceux qui viendront à l'atelier. On mettra également, on évaluera finalement les fausses informations qui sont parmi vous, et on pourra mettre en débat ces questions. Et donc on voit que ça permet de finalement développer ces compétences d'autodéfense face à la désinformation. Les apprentissages par problème ont été testés également sur ce type d'approche, donc avec des analyses de cas concrets de désinformation en santé. Et on se rend compte que ça permet de développer la capacité des étudiants à aller chercher les bonnes informations pour pouvoir analyser ces sujets. Et puis enfin, on parle beaucoup et souvent des debunkers, donc les comptes qui vous expliquent non, en fait la vérité c'est ça. Ce debunking, on se rend compte qu'il n'est pas très efficace. Il est utile. C'est bien qu'il existe, mais en fait, ces effets sont parfois limités sur les croyances, notamment si les croyances sont fortement ancrées. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le pre-bunking, avec un travail d'inoculation cognitive, c'est comme ça qu'appellent ça les psychologues, et d'éducation média, c'est-à-dire de pouvoir travailler en amont, faire de la prévention finalement, et de développer ces compétences en amont pour pouvoir comprendre les techniques des désinformateurs. Et donc certains ont développé des serious games en santé, où les étudiants doivent eux-mêmes produire une fake news et la diffuser. Donc ça va permettre de comprendre les mécanismes utilisés sur le plan cognitif, notamment émotionnel, pour pouvoir diffuser une fausse information et donc, in fine, s'en prémunir. Donc ça, on a des effets plus durables pour les étudiants. Il y a des aspects de nudging. Laurent a évoqué rapidement les nudges. Donc les nudges sont des éléments qui nous permettent au moment d'une prise de décision de nous orienter vers le comportement considéré comme favorable. Alors, sur le plan éducatif, c'est assez critiquable. Par contre, c'est une des pistes également d'orientation de la mission d'information française qui propose de créer un infoscore sur le principe du Nutri-Score pour juger de la qualité d'une information en ligne. Et puis enfin, les informations crédibles et la transparence scientifique. La transparence est un élément clé. Et donc, afficher notamment ces liens d'intérêt, afficher de quel point de vue on parle, est un élément qui permet de renforcer notamment la confiance dans les sources et les auteurs d'informations. Donc en conclusion, et pour terminer presque dans les temps, on est en train d'essayer de développer sur ces sujets une pédagogie de résistance. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de préparer des étudiants et des professionnels déjà qui évoluent dans un système d'information massive, dans lequel il y a des informations importantes à ne pas rater qui sont vraies et d'autres qui sont fausses. Et donc de pouvoir former ces professionnels aujourd'hui à transmettre des connaissances fiables, c'est essentiel, mais c'est aussi les former à un esprit critique, capable de résister à des informations qui vont être séduisantes, intéressantes, et je pense notamment là à toutes les nouvelles technologies. On voit beaucoup de publications d'enthousiasme sur des solutions qui s'appuient sur l'intelligence artificielle en santé, etc. Très bien. Beaucoup créent la séduction. Combien ont vraiment, in fine, une plus-value pour la santé des populations? C'est une vraie question qu'il faut se poser.
J'en termine ici. Vous voyez qu'on a encore beaucoup de choses à développer pour pouvoir intégrer dans les curriculums, puisque quand on connaît nos formations, notamment en médecine, ben, insérer cette approche pédagogique va être complexe, et pourtant elle est nécessaire et indispensable dans la société d'information dans laquelle nous vivons. Je vous remercie.